Bienvenue à tous pour ce webinaire sur l'entreprise régénérative. Je vous propose qu'on commence sur ta proposition, Ken, on fasse un petit tour de table rapide. Rapide. Ça. Moi, je veux bien commencer. Oui, ouais. Voilà, donc moi, c'est Nathalie, je vis en Belgique. Et alors, je suis formatrice et consultante en permaculture, impliquée dans différents réseaux, dont un d'hydrologie régénérative aussi, donc voilà, recréer les cycles de l'eau verte à l'échelle des paysages, etc. Voilà, impliquée aussi dans le réseau des conseillers alvéoles en France. Voilà, pourquoi je suis ici? Parce que je me dis que les entreprises ont un rôle à jouer aussi en termes de régénération. Et donc, voilà comment lier le monde permacole avec celui de l'entreprise. Voilà, donc je suis en exploration actuellement dans cette thématique. Voilà. Merci beaucoup. Et, et je passe la parole à l'autre Nathalie. Ok, merci, bonjour. Là, moi, je suis Nathalie, je suis du côté du Mans. Je me qualifie de chercheuse en bioévolution, accompagnatrice consultante en éco-bio-transition. Et là, forcément, c'est le thématique de l'économie régénérative me parle forcément. Et voilà. Donc, ça entre dans mon champ d'intérêt. Merci beaucoup. Merci, Nathalie. Tu passes la parole. Attends, je regarde qui est-ce qu'il y a. Stéphanie. Bonjour. Moi, j'ai créé mon cabinet RH dédié à la finance durable. J'ai travaillé 22 ans dans la finance de marché et voilà, je fais partie de mon réseau, Charles. Et du coup, voilà, j'en suis pas accompagné les boîtes sur entre les sujets de régénératifs que je connais un peu, mais voilà, c'était intéressant de voir comment t'abordais le sujet. Super. Merci beaucoup. Je passe la parole à Ken. Oui, excuse-moi. Ok. Je suis Camoé. Aujourd'hui, j'accompagne la création et la communication de projets d'entreprises alternatives. Alors, ça fait une dizaine d'années que je crée et que je développe des associations, des entreprises, des collectifs, dans le but de contribuer à aller vers un monde meilleur. Donc, j'accompagne aussi bien des entrepreneurs individuels que des entreprises. Voilà, stratégie, communication, développement commercial. Et je suis là parce que dans ces dernières années, j'ai essayé moi-même de développer des entreprises que j'espérais régénératives. Voilà, avec les principes de la permaculture dont Nathalie a parlé, j'ai testé plein de choses, de gouvernance partagée, j'ai testé voilà, énormément de choses. Ça s'est pas toujours passé comme j'aurais aimé que ça se passe. Et donc voilà, aujourd'hui je suis là pour voilà voir comment toi Charles, que je connais déjà depuis peut-être je sais pas un an et demi, 2 ans, hein, voilà qu'on s'est connecté, voilà j'avais envie de venir m'abreuver auprès de toi et voir comment appliquer de belles choses après dans mes projets. Super. Bon, c'est très prometteur. Merci d'être là en tout cas. Merci beaucoup. Et j'espère que ce webinaire va répondre à vos besoins. En tout cas, je pense on est sur quelque chose d'évolutif, de fait, dans le monde de la régénération. Donc, moi, je vais vous partager tout ça. Je vais vous partager mon écran et je vais me présenter au passage tout à l'heure. Mais je vais déjà commencer par vous dire ce que c'est que l'IDEC, qui organise aujourd'hui cette visio. Donc c'est un premier webinaire, là, c'est une première session, donc on n'a pas forcément communiqué encore vers l'extérieur, on peut dire que c'est une session test. Le but c'est quand même de capter votre attention le plus possible, et le plus largement possible, puisque nous sommes un collectif de citoyens et d'entrepreneurs qui sommes engagés, je dirais, pour l'avenir, pour demain. Donc on croit en un avenir durable, ça c'est déjà bien. C'est pas toujours le cas, en tout cas, de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Donc, on croit en un monde où l'harmonie est possible, encore. Donc, on s'est donné pour mission de contribuer activement à la préservation de l'environnement et à l'épanouissement de nos sociétés.
C'est une mission très très large. À partir de là, ça nous invite à prendre en considération, bien entendu, les enjeux écologiques et sociaux de nos écosystèmes, de nos territoires, de manière responsable et proactive. Quand je dis proactive, ça fait vraiment partie du cœur de la permaculture de pouvoir s'adapter à des milieux en changement, des milieux qui deviennent parfois imprévisibles. Donc, on s'appuie beaucoup sur la force de la collaboration, donc toutes les valeurs de la permaculture que Nathalie exposait tout à l'heure, rapidement. Donc, on axe beaucoup sur la coopération, la collaboration, on met en commun des compétences, des ressources et des idées pour mettre en œuvre des initiatives qui soient porteuses d'un changement positif pour l'avenir. Donc, on engage dans ce cadre-là toutes les personnes qui nous rejoignent à être aussi acteurs du progrès, puisqu'on propose le développement de projets innovants, de campagnes de sensibilisation. On soutient aussi des entrepreneurs qui partagent nos valeurs. Les valeurs sont très importantes dans notre écosystème. Et on pense que chaque petit compte aussi peut avoir un impact significatif. Il n'y a pas de petits gestes, il y a pas de petits impacts. Chaque impact compte. Et on encourage vraiment pleinement ce qu'on appelle l'empowerment citoyen, en favorisant l'émergence d'une communauté qui soit engagée et responsable. Et donc, ça nous amène à travailler aujourd'hui avec par exemple, le CREAD, qui est basé sur l'éducation expérientielle, travailler avec la Fabrique du Futur, qui travaille plutôt en tant que think tank sur la prospective de territoire. Donc, vraiment beaucoup d'acteurs qui sont très impliqués, je dirais, dans le changement et dans l'épanouissement aussi des individus. Donc, tout ça, ça a été créé en 2020, rapidement. Et je vais passer parce que bon, j'aurais beaucoup de choses à dire sur tout ça. Si ce n'est que bon, on accompagne les territoires, on fait de la recherche-action dans ce qu'on appelle la métamorphose créative des territoires, et on accompagne dans l'éducation, je dirais, les universités, les écoles, les institutions, à promouvoir des valeurs universelles et des actions, je dirais, résilientes. Donc, on vise à régénérer, d'une certaine façon, la vie sous toutes ses formes. Donc, ça rejoint vraiment une recherche-action intégrale. Je vous propose une petite question pour commencer, justement, un petit brise-glace rapide. Donc, si tu étais un écosystème naturel, qu'est-ce que tu serais? Et là, je vous pose la question à vous, donc n'hésitez pas à vous positionner. Qu'est-ce que vous seriez? Qu'est-ce que vous êtes, justement, en tant qu'écosystème naturel? Vous pouvez mettre ça dans le chat ou le dire à l'oral, hein. On est vraiment dans l'interaction, n'hésitez pas à échanger. Dans le chat, Si tu veux, ou comme ça, hein, comme ça te vient. Comme ça te vient. absolument, un système solaire. Le système solaire. Un système- Ah, moi aussi, j'allais répondre ça, je suis sur le soleil. Ben, moi, je n'étais rivière aussi, voilà, avec ses différents rythmes, ben, les réseaux, etc. Moi, je pense plutôt à forêt. Mais oui. Donc forêt, on a forêt, rivière, soleil. C'est ça. Et pourquoi ces écosystèmes? Pourquoi le choix de ces écosystèmes particulièrement? En lien avec la thématique du webinaire. Qu'est-ce que ça vous inspire pour votre entreprise? Comment ça transpire dans votre entreprise, dans votre concept en tout cas? Bah, je disais système solaire, enfin soleil, donc amplifiant devant soleil, parce que c'est on va dire, ce qui vivifie, ce qui apporte la vie, la chaleur, euh, voilà, qui est central en fait à la vie du système solaire dont il est au centre. Ouais, c'est ça, moi aussi, cette idée d'éclairer. Et Hmm. c'est ce que je fais aussi dans mon activité.
Super. Le soleil est là. Et moi, rivière, parce que l'eau, c'est la vie. Et puis, c'est aussi des cycles, les cycles de l'eau. Et donc, dans l'entreprise aussi, il y a des cycles. Donc, voilà. Et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est différents rythmes, les connexions, les différentes formes. Voilà. Excellent. Connexion, j'entends. Éclairé. Plein de fonctions utiles. Euh, Et ouais. toi, Nathalie? Euh, Moi, pour la forêt, j'ai pensé à l'enseignement, les cycles et la résilience. Et puis, il y avait aussi euh, le fait que tout soit plus ou moins immobile, en fait. Mais pourtant, ça avance. Je sais pas comment il y a peut-être un mot pour ça, mais c'est immobile et pourtant ça avance. Voilà. C'est du mouvement dans l'immobilité. D'accord. Mouvement dans l'immobilité. Très intéressant. Très intéressant. Ça rejoint beaucoup l'objectif du webinaire d'aujourd'hui. Tout ça. Ce que vous appelez là, parce que sincèrement, si on se focalise sur le régénératif, régénérer quoi? Qu'est-ce qu'on chercherait à régénérer? Qu'est-ce que rechercherait une entreprise à régénérer? C'est quoi son but, finalement, sur ce niveau? Régénérer la vie en nous, entre nous, autour de nous. La vie, yes. Euh, Super. Moi, je dirais retrouver une place cohérente au sein des écosystèmes. Hmm. Quand j'entends cohérence, j'entends interdépendance aussi. Interdépendance. Ça vous parle d'interdépendance? D'un point de vue entrepreneurial, Yes. plus ou moins? Ouais, ok. Là, ça me permet moi de mieux vous comprendre, je dirais, avant de commencer, voir aussi quel jargon je vais utiliser, parce qu'il y a plusieurs niveaux de jargon, et mon but c'est de m'adapter à vous pour que la connaissance puisse passer. Ouais. Donc je vais essayer de parler avec des mots simples pour ceux qui ne connaissent pas forcément les implications au niveau régénératif, sachant qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de jargon, et on n'est pas tous des connaisseurs. Et le but de la chose, c'est vraiment de pouvoir vous transmettre une information qui soit voilà, fidèle à vos besoins. Très important. Donc je vois déjà un petit peu là où vous en êtes rapidement, hein, on balaye rapidement. Je vais toucher deux mots rapidement sur qui je suis dans tout ça et pourquoi j'en suis venu là. Donc moi, à la base, donc, je suis issu d'une famille de paysans, clairement. Donc j'ai, je dirais, le côté bon sens paysan, donc le lien à la terre et beaucoup de valeurs aussi associées à tout ça. J'ai travaillé beaucoup en expertise comptable pendant 17 ans. Ça m'a permis de voir, bon an, mal an, je dirais, voilà, ce qui va, ce qui ne va pas dans nos systèmes de production, financiers, etc. Donc, je pense qu'on se rejoint là. Bah, Stéphanie, notamment, toi, tu travailles beaucoup dans la finance aussi. Donc, tout ça, ça nous invite à réinventer, enfin, ça m'a invité à réinventer aussi cette notion d'économie pour réconcilier justement cette notion, on pourrait dire, de profit et d'écologie pour une économie qui puisse aller vers du durable à minima. Je dirais que durable, c'est du transitoire, et au-delà vers du régénératif. Et le régénératif, dans la présentation, vous allez comprendre c'est quoi mon point de vue à ce niveau-là, et en couplant, parce que je fais beaucoup de recherches, hein, justement, depuis 7 ans maintenant, sur le sujet de la permacomptabilité notamment. Donc, mettre en lien la permaculture, la vision de la permaculture, qui est une vision qui ne compte pas qu'en euros, qui compte beaucoup en coopération, avec la comptabilité, qui est une version, enfin, on pourrait dire, plus réductionniste aujourd'hui des choses, malheureusement, parce que la compta à la base, ce n'était pas ça. D'un point de vue anthropologique, la compta était quelque chose de très coopératif, justement, pour favoriser les échanges, etc. Donc tout ça m'a amené à créer un laboratoire de transformation des territoires qui s'appelle l'IDEC, dans lequel on accompagne déjà des projets. Donc là, il y a certains projets qu'on va évoquer qui rentrent dans ce cadre-là, rapidement. Je ne vais pas pouvoir tout balayer parce que le sujet est énorme. La recherche en permacomptabilité, c'est 4000 heures de temps de travail à peu près.
C'est 90% de contributifs depuis 2019. Et là, aujourd'hui, on cherche à asseoir tout ça au milieu académique, donc à toucher vraiment le milieu de la recherche-action pour porter une métamorphose créative des territoires, donc accompagner les régions, accompagner les écoles, les universités, comme je disais tout à l'heure, et de fabuleux projets, puisqu'on a déjà des enseignes qui travaillent sur l'intermédiation, mettre en lien investisseurs avec des porteurs de projets. Donc ça permet aussi d'aller sur de la co-création tangible, je dirais, par rapport à tout ça. Donc le webinaire d'aujourd'hui, le but c'était quand même vous donner des clés pratiques pour intégrer cette économie régénérative. Donc il n'y a pas que la vision, mais c'est aussi comment manifester tout ça dans votre vie concrètement et dans votre entreprise. Donc c'est un sujet qui est, comme je vous disais tout à l'heure, qui rejoint à peu près 4000 heures de travail me concernant. Pour l'IDEC, je n'en parle pas parce qu'on est sur un écosystème de création de valeur où chacun a son propre temps de développement. Je pense à la Fabrique du Futur, là c'est pareil, hein, on chiffre en mois de travail, avec déjà des belles propositions qui ont été faites pour la France. Donc je vais essayer d'être synthétique, je dirais, dans mes apprentissages. Alors pourquoi une entreprise régénérative? Ça sera notre première partie, on aura 3 parties. Alors tout d'abord, pourquoi une entreprise régénérative? Je vais vous répondre déjà, vous connaissez le contexte un petit peu des choses, c'est-à-dire qu'on est clairement en phase de crise écologique, on est dans un épuisement des ressources, dans un modèle économique linéaire qui est à bout de souffle, ça c'est certain. Donc on entre dans une période de changement et de fluctuation plus ou moins importante, je dirais, plus ou moins volatile également. On peut voir des pluviométries qui, comme en Espagne il n'y a pas longtemps, ça peut aller très vite, je dirais. On est face à l'imprévisible par rapport à tout ça. Tout ça avait été projeté quand même par des acteurs déjà dès 1968. Donc il y a eu Les limites à la croissance, par exemple, un super bouquin, qui a été un petit peu précurseur justement sur tout ça. Donc on avait déjà, je dirais, des tendances et on savait où on allait dans les années 70. Après ça, on a les limites planétaires. Donc ça date de 2009, donc avec une équipe de 26 scientifiques internationaux qui a mis en exergue 9 seuils, donc qualifiés de limites planétaires. Donc c'est juste, si j'y arrive, voilà, les limites planétaires, et là c'est pour la France, notamment. Donc on voit qu'on a déjà dépassé pas mal de limites, ça va de plus en plus vite. Donc il y a une certaine forme d'urgence, ça c'est clair. Et ça nous amène à une question quand même, qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures? Ça, c'est vraiment la base des modèles des entrepreneurs régénératifs qui cherchent d'une certaine façon à aller plus loin que leur propre existence en co-créant une vision à 700 ans, à 1000 ans. Pourquoi pas? C'est permis. Et donc, il y a beaucoup d'écosystèmes qui sont en train de naître, comme la Fondation des dirigeants pour le troisième millénaire aujourd'hui, qui commence à co-construire une vision à 1000 ans, comme les bâtisseurs de cathédrales, d'une certaine façon, pour implémenter, je dirais, une vision qui soit dans un contexte sain, qui prenne en compte une note de qualité, de l'air non pollué. Donc voilà, c'est vraiment des réflexions, mais qui ont un impact, je dirais, dès maintenant. On peut avoir un impact dès maintenant. Parce que oui, ça s'accélère vraiment. Et par contre, dans tout ça, il y a pas mal de biais aussi à notre économie. Ça, vous le découvrirez pendant la présentation. Avec, par exemple, la loi de Goodhart nous montre, enfin, c'est une loi économique, selon laquelle, justement, lorsqu'une mesure devient un objectif, elle cesse d'être une bonne mesure. C'est-à-dire que notre économie est focalisée beaucoup sur l'aspect rentabilité financier. Il y a beaucoup de lobbying économique aussi qui prône tout ça. Ça s'explique, voilà, parce que c'est un modèle du passé, mais qui continue à prospérer énormément. Donc pour autant, aller vers des modèles régénératifs, au fond, ça revient quand même à changer notre logiciel mental. On parle beaucoup de robustesse aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc il y a Olivier Hamon qui fait le buzz sur tous ces sujets-là, versus la notion de performance. Donc ça c'est toujours très intéressant, surtout pour un ancien expert comptable, de se poser la question de c'est quoi la performance versus la robustesse. Dans un système vivant, naturel, on a toujours. Attendez, il y a quelqu'un qui rentre. Voilà. Bonjour Sébastien, s'il nous entend. Donc, Bonjour.
un écosystème naturel, on a toujours, voilà, on est dans une tendance industrielle pour autant, donc de production, c'est certain, de ressources et d'auto-régénération. Donc c'est important de prendre en considération cette notion de robustesse, mais aussi de performance. Cette performance fait partie aussi de nos écosystèmes. Il y a cette théorie-là que vous connaissez sûrement, la théorie du donut de Keith Raworth, qui prend en considération, donc ça c'est très intéressant, puisque ça prend en considération le lien entre les besoins humains et les limites planétaires. Donc on va dire notre plafond des limites avec le plancher des besoins humains. Donc ça c'est toujours intéressant de focaliser la vision de son modèle sur, voilà, de toujours ramener à ce modèle-là pour prendre en considération les limites, je dirais, et les périmètres d'intervention et d'action de nos modèles. Donc là, elle a fait un super bouquin qui s'appelle Donut économique. Et elle a le Donut aussi Institute qui propose des ateliers assez intéressants. Et ça commence à arriver en France, tout ça, avec des modélisations pour les entreprises notamment. Et des outils. Donc, ça nous amène tout ça quand même à une question sur l'état du système Terre actuellement et de l'humanité qui le peuple. Donc ce questionnement, c'est quelles approches justement vont nous permettre de surmonter cette crise socio-écologique et de revenir dans le donut, d'un espace sain et sûr pour l'humanité. Ça, c'est un petit peu la problématique du donut de Keith Raworth. L'espace sain et sûr pour notre humanité. Puisqu'on est quand même là, on est quand même présent, et je pense que tant qu'on sera là, si on continue comme ça, on va sûrement se prendre des murs. On va franchir des limites, on a déjà franchi plein, mais on va aussi probablement subir des gros impacts, des mini-effondrements, voire des gros effondrements. Bon, c'est pas le but de la présentation, c'est de partir vers de l'optimisme. Le régénératif reste quelqu'un de très pragmatique, mais dans la métamorphose créative qui est la nôtre, on souhaite aller quand même vers de l'optimisme, au changement. Donc mon but là, c'est pas de vous plomber, c'est de montrer juste le réel, hein. Dire qu'on a déjà dépassé au moins 6 limites sur les 9, ce qui n'est pas neutre. Donc ça nous impose d'aller vers un autre logiciel de réflexion, comme je disais tout à l'heure, vers une approche régénératrice qui soit notre nouveau GPS, finalement interne. Ce que parle beaucoup Olivier Hamon avec la robustesse notamment, c'est qu'on arrive dans un caractère imprévisible. Donc à partir de là, la performance n'a plus rien à jouer, finalement. Euh, donc le business as usual, finalement, ne fonctionne plus dans ce nouveau paradigme. Il y a un enjeu qui est très important pour nous les hommes, également, c'est la perte de la biodiversité. Ça, je pense que ça parlera à certains d'entre vous. Je pense à Nathalie Gorzewska qui est présente avec nous, qui travaille beaucoup sur ces sujets-là, qui va créer un lab bientôt. Tu pourras nous en dire deux mots si tu veux. Mais je pense qu'en tout cas, voilà, on est sur une toile sacrée. Ça, c'est clair, qui était vue comme ça par les peuples premiers et toujours d'ailleurs. Et c'est cette toile sacrée qui régule la biosphère, qui nous permet de respirer, qui nous permet d'exister. Donc beaucoup d'auteurs, bon, ça peut faire peur, hein, parlent d'une sixième extinction massive, d'un taux d'extinction qui dépasse les 1000 espèces par jour, et d'une grande érosion multiforme, je dirais, au niveau des écosystèmes. Je pense, bon, pour y avoir été il n'y a pas longtemps, le Brésil, par exemple, qui est très très sujet aux feux de forêt, justement, pour favoriser la culture de soja. Et donc, ce qui met à mal les espèces et le capital génétique aussi au sein des espèces, dans la reproduction même des espèces dans le temps. On est sur des évolutions qui sont graduelles et lentes dans le temps. Donc ça va les mettre à mal durablement, je dirais. Voire, voilà, on ne la retrouvera pas. Maintenant, donc, la question à se poser dans le cadre de cette métamorphose régénérative, pour aller vers des entreprises régénératives. La question, SI est fondamentale, c'est une posture créative à la base, hein, le SI. Et s'il nous était possible dès maintenant de créer un monde différent, qu'est-ce que ça donnerait? Et là, je vous laisse le temps de la réflexion et peut-être on va prendre un petit temps d'échange, si vous voulez bien, sur cette question-là. Euh,
savoir comment vous voyez les choses aussi de votre côté, par rapport à votre vision entrepreneuriale. Est-ce que vous êtes aligné aujourd'hui ou pas du tout? Euh, et si pourtant s'autoriser à se dire, voilà, et si dès maintenant, je pouvais vraiment incarner dans mon entreprise ce monde différent, qu'est-ce que je mettrais en place finalement? Donc si vous avez déjà des réactions à chaud, on peut, n'hésitez pas. Comme ça, que le temps nous est compté. Le temps nous est compté. Bon, moi, sont pas choses, mais heureusement qu'il est complètement différent dès maintenant. Il n'y a pas de. Euh, comment faire? Comme on est en train de faire maintenant, en nous connectant les uns aux autres, en personne qui partagent cette intention, et puis en explorant des possibilités de coopération, en voyant comment est-ce que les compétences de l'un pour impacter positivement les entreprises ou les projets de l'autre. Voilà, un peu comme la rivière, la forêt dont on parlait tout à l'heure. Là, Il y a que moi qui n'entends pas bien ou... Pardon. Oui, c'est Ken. Ça vient de Ah, vous m'entendez pas? Ça, Mince. Pourtant, ça sature un petit peu, ça coupe un peu, mais on comprend un Ah, peu. bon. moi, pas trop. Je vais aller chercher d'autres écouteurs. Je vais aller chercher d'autres écouteurs. Je laisse un instant. Bonjour Sébastien, j'en profite pour t'introduire. Voilà, bienvenue. Bienvenue. On vient de commencer, donc il y a pas de souci, on a commencé la première partie là. On va se poser la question sur justement. Alors peut-être peux-tu nous dire rapidement qui tu es et quel est ton intérêt justement pour le régénératif? Oui, Rapide. bonjour. Vous avez eu l'occasion de vous présenter chacun, chacune? Oui. On a pris un petit temps pour ça. Moi, j'ai eu l'occasion de voir vos présentations sur LinkedIn, du coup, pour rattraper des personnes ici présentes. Moi, je suis sensible à ça depuis petit, hein. Au niveau de la nature, je suis amoureux de la nature depuis petit. Après, maintenant, il y a eu à un moment donné une démarche entrepreneuriale plutôt orientée technologique. Et après ça, une volonté de faire en sorte que la technologie... En fait, j'ai une croyance vraiment profonde que la technologie, lorsqu'on est centré et dans notre, on va dire, zone de sagesse en tant qu'humanité, elle peut être vertueuse, elle peut être au service de la nature et de l'humain, et elle peut être même symbiotique avec la nature et l'humain, même sans parler non plus de Neuralink ou des trucs comme ça, mais en gardant sa souveraineté, chaque être vivant en gardant leur souveraineté, mais la technologie voilà, donc j'ai cette croyance-là. Aujourd'hui, je la mets à disposition de la meilleure manière possible, mais en même temps, j'ai aussi une vision, voilà, j'ai fait des méditations et des visions qui sont arrivées de cités nouvelles, de cités qui sont autonomes, qui sont autorégénérées, qui sont avec des architectures en géométrie sacrée, qui sont avec des fonctionnements humains organisés de manière harmonieuse, notamment la notion de gouvernance. Donc voilà, tous ces sujets me parlent. Depuis quelques années, je m'y intéresse. Je connais quelques acteurs et je te découvre aujourd'hui. Et je pense que l'enjeu, c'est vraiment de réussir à rassembler toutes les ressources vraiment actives et engagées qui ont plus de 10 ans d'une certaine manière de démarche engagée et responsable dans cette voie-là pour ensemble réussir à créer les cités nouvelles parce que j'avais vraiment le sentiment que cette vision, moi, je pouvais pas la réaliser tout seul. Voilà. Non, Et- c'est très audacieux. C'est très audacieux de se lancer tout seul dans cette vision-là. C'est immense en fait. C'est un nouveau paradigme, mais qui commence à s'implémenter. Ça, c'est ce que je disais au tout démarrage avant que tu sois présent. On commence je dirais, à combiner, je dirais, plusieurs acteurs, à réfléchir en écosystème justement pour faire émerger ce que tu appelles les villes nouvelles, et pour faire émerger des nouveaux actifs et des nouveaux marchés intentionnels, c'est ce qu'on appelle ça comme ça. J'ai une planche après, par exemple, d'innovation, enfin de villes plus ou moins harmonieuses, je dirais, dans leur forme, dans leur beauté, dans leur esthétique. Et ça, c'est pas rien justement dans l'état d'esprit de la régénérative qui sera notre troisième partie, mais qui
C'est très important de se positionner sur la notion d'abondance versus la notion de pénurie, dans la façon de voir les choses. Ce que je constate, c'est qu'en France, on a beaucoup d'uniformisation, on a beaucoup, dans l'architecture par exemple, dans les villes telles qu'elles sont, on a beaucoup d'uniformisation, peu de couleurs finalement. Pas comme au temps des cathédrales où les villes étaient peintes, les cathédrales étaient peintes, magnifiques d'ailleurs, pour voir les traces qu'il en reste. Contrairement à des villes comme en Colombie, par exemple, où là, c'est incroyable, quoi. Niveau couleur. Voilà, donc l'entreprise, oui, comme écosystème vivant. C'est un petit peu ça la question, là, finalement. De s'inspirer du fonctionnement de la nature. Donc il y a déjà, ce que je voulais montrer là, c'est qu'il y a vraiment déjà beaucoup d'acteurs, ce que tu rappelles là d'ailleurs, qui travaillent déjà à co-construire, je dirais, des solutions. Et ça, pour moi, c'est très, très positif. Très, très positif. Il suffit, là j'en parlais avec l'école de design de Saint-Malo il n'y a pas longtemps, il suffit vraiment de prendre le temps d'observer son écosystème, d'observer des acteurs autour de soi qui sont déjà sur cet état d'esprit, qui incarnent déjà pleinement tout ça et qui y vont, quoi. Il y en a beaucoup. Et par rapport à là, bon là, il y a un projet par exemple qui s'appelle Votre Cercle de Vie, ça c'est en Suisse. On est sur des constructions biomimétiques en géométrie sacrée justement. Avec des gros plans de financement aujourd'hui, acceptés par la communauté, acceptés par des agences publiques sur place. On a le projet Wafarm, là, c'est un projet plutôt d'éco-village agro-industriel. Là, par exemple, la voile libellule, donc ça, c'est un bateau, c'est un tiers-lieu sur l'eau, avec une voile inspirée de la voile des libellules. Donc ça, c'est Christophe Zax, qui travaille beaucoup sur tout ce qui est biomimétisme, notamment. Qui a développé cette voile-là sur son bateau et qui commence à embarquer pour faire de la sensibilisation, de l'éducation. Donc il y a ce que chacun fait, ce que chacun, peut-être, alors des fois on n'ose pas forcément incarner pleinement nos rêves, ça c'est clair, nos visions, parce que c'est peut-être un peu loin du réel et un peu loin des besoins d'aujourd'hui. On pourrait dire que ça pourrait être pénalisant en soi. Mais on se rend compte que dans la vision, on rejoint vraiment beaucoup, beaucoup d'acteurs qui les mettent en place. On rejoint aussi les écosystèmes, d'une certaine façon. Parce que le biomimétisme, par exemple, ne s'applique pas qu'à l'architecture, il va s'appliquer aussi dans l'organisation, dans la gestion d'équipe. Et il y a plusieurs concepts comme ça qui ont été repris en biomimétisme, avec l'intelligence des essaims, par exemple, ou la coordination du vol des oies, par exemple, avec toujours une notion de tempo, de fréquence, dans les actions, de rituels même. On peut parler aussi de la symbiose des arbres. Donc l'analogie des systèmes vivants transposée à des systèmes humains est très pertinente. Très pertinente. Et le biomimétisme est là pour nous accompagner sur, je dirais, dans l'ingénierie de projet. Est-ce que vous avez d'autres idées justement sur la co-création, la création de ce monde auquel on aspire tous finalement? Bah oui, moi je suis persuadé que dans ce monde, on a de la place pour tout le monde, que chacun a sa place, si tant est qu'il prend ou elle prend sa juste place, ni moins que cela et ni plus que cela. Et pour ça, ça demande à vraiment être au clair avec soi-même, à bien se connaître aussi, et donc à être accompagné au mieux aussi dans cette connaissance de soi, parce que bah, c'est vrai que malgré tout, on est humain avec des couches de peur, blessures, traumas, et tout ça, c'est ça qui peut créer enfin, c'est principalement ça qui crée les déviances que nous connaissons aujourd'hui, quoi. Merci pour ça. Merci pour ça. Ça va être l'introduction à notre seconde partie, autour de l'économie régénérative justement. On va revenir un petit peu aux fondamentaux justement des modèles économiques. Je pense à l'économie du don, qui est un modèle d'économie sacrée. On en parlait tout à l'heure, la toile du vivant, la toile sacrée du vivant. C'est quelque chose qui était pris très au sérieux, qui est toujours pris très au sérieux chez les peuples premiers. Et l'économie du don, donc là reprise par Monsieur Noubel, justement, euh, fait partie vraiment d'une forme d'économie actuelle qui cherche à émerger, à réémerger, en France notamment. Et donc, pour reprendre la phrase de Charles Eisenstein, justement, l'économie du don représente le renversement, on peut dire le shift, de la consommation vers la contribution.
de la transaction vers la confiance, de la rareté vers l'abondance et de l'isolation vers la communauté. Donc là, on est clairement dans un shift euh, pour aller vers du contributif, de la gratitude, tout ce que tu as commencé à aborder là. Et pour ça, on a aussi la permaculture qui est un très bel outil, qui est, on peut dire, une science aussi au service des écosystèmes, dans le but de s'inspirer du génie de la nature pour faire des designs vivants qui soient dynamiques, complexes et qui deviennent aussi plus autonomes dans le temps. Donc le design en permaculture, ça c'est important de resituer, ça s'applique à tous les domaines de la vie, que ce soit dans l'habitat, l'éducation, la façon de coopérer, justement. Donc ça touche à tout. Et c'est toujours très intéressant de passer par la case certificat en permaculture, un CCP, promu par l'Université populaire de permaculture. Parce que je dirais, ça donne des axes justement d'entrée en matière sur comment coopérer. Comment coopérer. Donc ça, c'est toujours très intéressant. On est aussi dans une forme d'éco-littératie dans le sens où on va reprendre aussi et agrémenter son langage, aggrader son langage justement d'inspiration de la nature et de sagesse de la nature. Donc c'est toujours très intéressant. Maintenant, il y a une question à se poser dans tout ça, très importante, justement. Et là, je vous propose de la vivre ensemble rapidement sur l'essence du design régénératif. Donc, comment compte une forêt? Ça, c'est la question que je pose souvent. Est-ce qu'une forêt compte en euros? Je vois personne qui réagit, mais a priori non. Mais alors, comment la forêt va gérer ses ressources? Comment s'en inspirer de cette forêt? Quels enseignements le sol nous apprend-il à Ah non. propos de l'échange? Qu'est-ce qui est la base de l'équilibre des écosystèmes? Et enfin, à quoi ressemblera une économie inspirée du vivant? C'est des questions qu'on peut se poser, je dirais, en permanence sur tout ça, finalement. Donc, quels enseignements économiques peut-on tirer de la nature? Ça, c'est une question pour vous maintenant, si vous voulez y réfléchir et partager. Euh, Alors, je ne sais pas à quoi ça pourrait ressembler, mais j'avais juste envie d'apporter un petit quelque chose qui m'a été dit et que je trouve assez vrai. Ce qui est problématique aujourd'hui, c'est que notre référentiel à nous, il est en euros, il est en valeur. Et justement, ces sujets de nature, ces sujets autour de ça, il n'y a pas de référentiel. C'est-à-dire que quand tu parles de 1,5 degré de ça, il n'y a pas de référentiel. Ça ne veut rien dire dans notre imaginaire. Et je trouve qu'il y a quand même un vrai sujet sur, ok, c'est pas en euros les arbres, mais bah, du coup, bah, c'est pour ça qu'on n'en prend pas, on ne les prend pas en compte. Et comment on amène les gens, ou comment on amène la science, les études, à matérialiser ça dans des données, dans des imaginaires que les hommes connaissent. Parce que fort est de constater que nous ne sommes pas des animaux, que nous n'avons jamais été des animaux. On peut toujours s'en inspirer. Et je pense qu'avant nous, c'est ce que faisaient les gens. Enfin, il y a 2, 3 siècles, ils n'étaient pas en train de faire des zooms sur leur ordinateur. Donc, ils étaient très connectés à la nature. Alors, certes, ils n'avaient pas de référentiel en euros, mais il y avait quand même un lien. Mais aujourd'hui, la problématique, c'est que tout est référencé en euros, dollars, que ça, une monnaie, peu importe. Et la matérialisation ne se fait pas, donc il y a un sujet dans l'imaginaire qui ne se fait pas, à mon sens. Et je ne sais pas comment, enfin moi c'est la question sur laquelle je suis aujourd'hui, c'est comment on matérialise ça pour que ce soit aussi important de prendre en compte la nature, que ce soit important de prendre en compte les affaires, le business, quoi, en fait. Hmm. Voilà, donc je ne sais pas du tout comment on peut, bien sûr on peut s'inspirer de la nature, c'est pas le sujet, mais je ne sais pas si aujourd'hui, pour moi le sujet, il n'est pas de savoir si on s'y inspire, parce qu'on s'en inspire, c'est comment on arrive à, à faire en sorte que ces deux écosystèmes qui ne vivent pas du tout dans le même paradigme se communiquent. Oui. Voilà. Parce qu'on ne sera jamais nature, et tant mieux, hein. C'est grâce à nous si finalement le monde est ce qu'il est, c'est grâce à l'être humain, donc ça a une vraie valeur, c'est pas neutre. Euh, et donc aujourd'hui, il faut aussi faire avec ça, quoi. Et on va pas revenir à l'âge d'or, enfin, des Cro-Magnons. Enfin, voilà, c'est ça que j'avais envie de partager.
Ah, merci beaucoup. Oui, bien sûr, il faut changer de paradigme, c'est exactement le sujet, mais ça, c'est une... il n'y a pas de sujet, mais les gens n'ont pas très envie de changer de paradigme, hein. Ceux qui se sont accrochés à l'ancien, ils n'ont pas très envie de le lâcher, quoi. Ça, Ouais, c'est un petit peu la confrontation qu'on a aujourd'hui. ouais. Dans leur intérêt, hein, dans leur intérêt, hein. Mais bien sûr, ah bah, c'est évident. C'est là que c'est compliqué. C'est là que c'est compliqué, en effet. Merci Sébastien, tu voulais interagir sur le... Oui, merci, merci d'ailleurs pour la qualité de cet échange. Euh, D'après les premières choses que j'ai, bon, c'est limité à mes observations. J'ai pas forcément une crédibilité scientifique par rapport à ce que je vais dire. Euh, Il y a deux choses en fait pour moi. Même quand on réussit à chiffrer des choses en milliards de dollars, par exemple des coûts, des coûts de CO2, en fait même là on peut pas se l'appréhender. Mhm. On a remarqué que dans les études de neurosciences, que bah, en fait à partir du moment où on sort de 10, des 10 doigts de la main, en fait après ça devient de plus en plus difficile au cerveau, plus on augmente les montants, plus on l'appréhende pas. Le deuxième élément que j'ai ressenti aussi, observé, c'est que pour certaines choses, pour pouvoir les mesurer, il faut quitter le mental, il faut quitter donc l'imaginaire, il faut quitter le cerveau pur, et il faut revenir dans cette connexion cellulaire. Et pour moi, ça me semble être la voie la plus propice à refaire sentir de l'intérieur de soi les éléments clés qui font que c'est tellement, tellement prenant dans le corps que là, on a compris. Et on le comprend plus avec la tête, on le comprend autrement. Merci pour ça. Merci beaucoup. Alors, juste peut-être, Charles, je peux ou pas? Vas-y, Stéphanie. Ah non, bon, pas. Pendant que tu es là. Non, alors, Ouais. je suis d'accord. Je suis enseignante de yoga aussi, donc j'ai bien en tête tout ça. Et c'est ce sur quoi je battelle. Mais objectivement, on est quand même depuis des décennies dans une société très mentale, où on a coupé le corps. Donc évidemment, toutes les pratiques qui vont ramener les gens au corps est centrale, hein, parce que quand on ressent. Mais c'est un chemin titanesque, hein. Enfin, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, hein. Ça veut pas dire, et c'est évidemment la clé, hein. Pour moi, évidemment, la reconnexion à la Ah, nature, elle est centrale. Et donc, si on se reconnecte à soi, on se reconnecte à l'autre et on se reconnecte au lien et à la nature, évidemment. ça me fait penser à un documentaire sur Netflix, même si c'est pas la meilleure référence que j'aime, mais des fois il y a des trucs quand même sympas, qui sensibilise sur les déchets, sur la quantité énorme de déchets. Je sais plus le nom, mais ils ont vraiment, pour moi, c'est très rare les documentaires qui retiennent mon attention. Je trouve que là, ils ont vraiment fait du bon travail en termes justement de scénographie, de représentation des concepts, et à la fois qui déclenche au niveau de l'imaginaire un petit peu, mais aussi qui déclenche au niveau de l'émotionnel, qui déclenche à l'intérieur de soi certaines choses, qui fait que on ne peut pas être indifférent face à ça. Pour Mm. moi, je pense que ça peut être une voie à explorer liée à la notion de présentation de support. Après, il y a d'autres voies à explorer que j'ignore, mais où on se rend bien compte que de toute façon, même quand on peut être sensibilisé au niveau de l'imaginaire, ça limite les impacts durablement. Les actions, on les voit pas non plus énormément. Donc, il y a encore à explorer sur le sujet de toute façon. Mais Stéphanie, je pense que le point clé était mérité d'être abordé. Donc, merci d'avoir abordé. Merci. Merci pour la richesse et je pense que ça vaudrait le coup de faire un forum ouvert sur ce sujet-là. Sur les Mm. enseignements économiques qu'on peut tirer de la nature, ça permet de susciter justement des questions qu'on ne se pose pas tous les jours et créer de l'art du questionnement aussi, du discernement justement sur des sujets qui sont aussi essentiels, puisque desquels dépendent nos existences, je dirais biologiques, dans le sens chimique du terme, biologique du terme. Donc c'est vrai que c'est important de pouvoir mettre le doigt là-dessus, en tout cas, et de proposer des débats, des réflexions, plutôt que aussi, et de la confrontation aussi, ça, c'est important. Donc on va reparler de permaculture un petit peu justement, on va retourner un petit peu sur le côté biologique de la chose. Je pense au premier précepte de la permaculture de Bill Mollison, par exemple, qui nous dit que la seule décision éthique est de reprendre la responsabilité de notre propre existence. Donc dans l'existence, on entend toutes les strates que vous dites, hein, clairement, en termes d'évolution, de développement personnel, et celle de nos enfants. Là, c'est encore
une autre version de l'existence, c'est de l'existence au-delà, je dirais, de soi, pour les générations futures. Et c'est ce qu'on appelle, c'est pour ça qu'ils ont créé la permanent culture à la base, hein. Pour justement créer un système d'adaptation dans le temps long, d'adaptation justement par rapport à des changements naturels en fait finalement. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on se prend des claques parce qu'on pense qu'il y a, bon, il y a des limites qui sont en train d'être franchies, mais certaines limites ont déjà été franchies dans le passé. Donc tout ça est très cyclique également. Tout ça est très cyclique. Donc c'est juste de l'organisation en temps réel et de la culture, je dirais, à remodeler en temps réel pour permettre cette adaptation. Donc la notion d'interdépendance, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. La notion d'interdépendance, par exemple, dans cette belle image, c'est de se dire que chacun est la nourriture de l'autre, d'une certaine façon. Donc un antagoniste aussi peut être un allié pour nous, même si on ne le voit pas. Et souvent, on ne le voit pas. On ne regarde pas souvent sous son balcon et d'un point de vue microscopique, qu'est-ce qui se passe sous nos pieds? Qu'est-ce qui se passe au niveau microscopique aussi sur tous les microbes qui peuplent notre peau? Je vous en parle pas, ça, hein, parce que c'est waouh, c'est impressionnant. C'est impressionnant et ça vaudrait le coup, ce serait super si on pouvait voir les microbes en temps réel autour de nous. J'ai une application, si quelqu'un veut développer une application comme ça, ça serait d'une richesse incroyable de voir toutes les colorations, les couleurs de chacun. Donc ça ne veut pas dire pour autant, dans ce système-là, qui est un système qui est finalement très organisé aussi, de laisser l'antagoniste prendre le dessus. Donc on a tous un rôle à jouer dans cet écosystème. Et je pense que les humains, ça, c'est clair que pour me remettre des fois un petit peu la main à terre, remettre des personnes aussi, et des personnes qui remettent la main à terre, ça c'est très intéressant de voir qu'elles se ressentent vivre, justement, à nouveau. Donc ce que tu disais tout à l'heure, Sébastien, sur ça c'est vraiment beaucoup repris chez les peuples premiers, chez les Bribri par exemple, qui parlent du Cosmo Sintiendo. Très intéressant, le Cosmo Sintiendo. Et je vais vous parler rapidement justement de la notion d'interdépendance. Donc ça c'est des notions de base d'écologie finalement. Donc une espèce par exemple, s'il n'y a qu'une espèce, il y a zéro relation, on est d'accord. S'il y a deux espèces, il y a une relation. S'il y a trois espèces, il y a trois relations. Quatre espèces, ah, ça augmente un petit peu. Ouais, six relations. Cinq espèces, 10 relations. Donc plus on avance, plus on rajoute de l'exponentielle. 6 espèces, 15 relations. 7, 21. Et 8 espèces, 28 relations. Donc ça montre quelque part l'importance de la diversité. Mais que plus on est, plus c'est complexe. Comme on le voit dans les éco-villages des personnes qui décident d'œuvrer ensemble pour avancer dans le même sens, on se rend compte que dans les différences de représentation, les différences culturelles de chacun, ça devient très complexe, quoi. Et dans nos économies, je n'en parle même pas. Chacun étant positionné sur son intérêt personnel, la plupart du temps, assez en silo, je dois dire. Donc d'un point de vue coopératif, d'un point de vue compréhension justement de la nature coopérative de son écosystème, ça peut être compliqué. Donc avec tout beau projet, je dirais, régénératif, vient aussi une notion de complexité. C'est aussi ça que je souhaite introduire là. Si c'est ramené à l'humain, donc ça c'est un point de vue biologique, mais si c'est ramené à l'humain, on pourra parler aussi du narratif culturel. Donc c'est cette structure finalement, structure invisible, immatérielle d'une société. On en parle beaucoup des immatériels dans l'économie aujourd'hui, hein, avec la double matérialité, la CSRD, la RSE aussi, beaucoup, les 7 piliers de la RSE. Donc on est sur une forme de narratif culturel qu'on cherche à rendre visible, mais qui n'était pas forcément visible jusqu'alors. Chez les experts comptables, par exemple, tout ça c'était du hors-champ jusqu'à il y a 5 ans à peu près, jusqu'à ce que le Covid passe par là. Là, ça a commencé à changer un petit peu. Maintenant, ça se financiarise malheureusement, donc on n'est pas encore hyper aligné, mais bon, ça a le mérite de commencer à changer pour autant. Donc là, le narratif culturel, c'est de se dire aussi quelle histoire on raconte, de quelle histoire on vient et où est-ce qu'on va finalement. C'est quel est notre récit de vie. Donc c'est très important. C'est très important. Et ça explique aussi pourquoi, par exemple, tous les millennials aujourd'hui cherchent à. Enfin, dans une autre culture. Là, je vois que la plupart d'entre vous, on n'est pas. Enfin, on est dans un petit peu cette génération qui cherche aussi à aller vers de l'alignement de valeurs, justement, culturelles. Alors qu'avant, on était vraiment sur de la reconnaissance sociale, la méritocratie, etc. Donc il y a aussi la notion du sens
dans l'art, justement, dans la culture. Donc c'est le sens qui donne envie d'aller de l'avant et de faire ensemble. Et l'art, il vient exprimer ce narratif, il vient aussi le modeler. Si on cache notre art en tant qu'entrepreneur, par exemple, notre façon d'exercer et d'inspirer, finalement, on ne contribue pas à cette culture, finalement. On ne vient pas modeler, je dirais, la culture actuelle. Et c'est un petit peu la difficulté, en parlant tout à l'heure de la standardisation, de l'uniformisation, justement, euh, enfin voilà, qui enlève de la substance à l'art, je dirais, à l'artistique. Et dans cette permanente culture, justement, on est sur un art qui vient modeler la culture autour de lui. Donc il y a beaucoup d'artistes d'ailleurs qui travaillent sur tous les sujets qu'on évoque, hein. La régénération, ça fait partie de leur vocable, de Michael Jackson jusqu'à... Enfin, il y a vraiment beaucoup de chansons sur ces sujets, jusqu'à Trio récemment, sur l'utopie. Il y a vraiment plein d'artistes qui travaillent sur ces sujets-là. Et c'est important de pouvoir l'exprimer, quoi. Et apprendre à l'exprimer. C'est un rôle considérable. Et ça, alors le fondateur de la compta en partie double avait bien compris, justement, la comptabilité en partie double. Donc avec Léonard de Vinci, il travaillait beaucoup sur une finance qui soit un art à la base, hein, finalement. Et ça, c'est très intéressant d'un point de vue finance, parce qu'on reprend la spirale de Fibonacci, notamment, on retrouve ça dans la Joconde, on retrouve ça dans des géométries sacrées. Et ça faisait partie de la posture du comptable, hein, finalement. La posture du moine qui a créé la comptabilité. Stéphanie, tu avais levé la main? Oui, en fait, comme je vais partir, j'avais juste une question, mais du coup, ça va arrêter la présentation. Donc, du coup, c'est un peu embêtant. Sinon, n'hésite pas à la poser, je te répondrai après coup, D'accord. dans le Ah chat. ben, je la poserai. Non, mais c'était juste savoir quels étaient les besoins exprimés par les entreprises qui mettaient en place la permaculture. Les besoins exprimés? Oui. Bah, je vais te montrer, attends, c'est la suite de la présentation, ça. C'est vraiment dans Bon, la bah, suite de la présentation. C'est retrouver du sens la plupart du temps. C'est retrouver même de la foi à faire les choses, quoi. Ça va même plus loin que le sens. bon, mais du coup, on met en place une nouvelle comptabilité. Juste, j'ai du mal à comprendre Et le ça, chemin. ça peut t'amener en effet à choper des nouveaux référentiels, hein. Des nouveaux cadres de représentation. Ils seront plus alignés au sens que tu veux mettre en place. D'accord, ok. C'est un Merci. petit peu ça l'idée. Et soit ça, soit rejoindre carrément des mouvements, des nouvelles formes d'économie. Tu vois, aujourd'hui, tu as l'économie symbiotique, tu as la permaéconomie. Moi, avec les 8 capitaux, je suis plutôt sur l'économie du sens. Clarifier Mhm. l'économie pour donner du sens justement à l'économie. Et les 8 capitaux que je vais exposer après, quand tu seras parti, donc, sont à la base de cette vision-là justement d'interdépendance, pour comprendre D'accord. l'équilibre en fait, en Mhm. soi, autour de soi, et pour tisser des stratégies qui soient en alignement le plus possible. Ok. Parce Ouais. que voilà, il y a toujours cette dualité entre, par rapport à l'économie du don, entre la rareté et l'abondance, la pénurie et l'abondance. Dans quel mindset je me situe en fait, hein? Est-ce que je veux rester isolé ou est-ce que je veux être vraiment dans la communauté et faire corps avec ma communauté d'un point de vue culturel, artistique, pour modeler cette culture? Finalement, c'est comme de la pâte à modeler finalement, hein. Et ça, ça dépasse vraiment clairement nos intérêts personnels. Et dans certaines cultures, ça c'est pour toi Stéphanie parce que tu vas partir, mais dans certaines cultures, c'est très important. L'aspect culturel, c'est la base de la transmission, je dirais. Et ça a pas de prix, c'est gratuit, la culture. Ok. Ça n'a pas de valeur en soi. Ça ne s'achète pas presque, hein. Donc ça c'est intéressant par rapport à la question que tu posais sur les critères, hein, justement. Parce que Mhm. sur des Mhm. critères finalement sensoriels, hein, humains, mais selon les études scientifiques, neuroscientifiques, etc., ça t'amène vraiment à du sens, à avoir plus d'attention pour ton environnement, à l'écoute de l'autre. C'est écouter soi-même. Quand tu joues d'un instrument, c'est waouh, c'est assez pertinent. Ah, Sébastien? Merci Charles et Je t'en prie, je merci à t'en prie. tous. Et puis tu m'enverras le replay, je regarderai la fin. D'accord, ok, avec joie. Avec joie. Merci, au revoir, à bientôt. Bientôt. Oui, merci. Bah, justement, à propos de faire corps,
J'ai remarqué, moi, un enjeu majeur sur cette notion entre l'individualité et le collectif. C'est que, et on le voit à la fois dans les relations amoureuses, dans les relations professionnelles, et les relations après type communautaire dans les écovillages, c'est cette confusion entre l'identité, une signature qui nous est propre en tant qu'être vivant, et ensuite la fusion, la notion de fusion finalement avec d'autres qui fait qu'on se perd soi-même, et ça crée aussi des dégâts. Et je pense qu'il y a vraiment un enjeu, un équilibre à trouver entre justement euh, la conservation d'une identité, d'une signature qui a du sens et qui est réelle, et par rapport à des modèles aussi de fusion qui font que après ça crée des dégâts, tout simplement. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Ce que tu dis, c'est une sorte de responsabilité, c'est-à-dire c'est la co-responsabilité. Et ça, c'est intéressant. J'étais au CREAD hier, c'est vraiment les institutions qui pilotent la recherche dans les milieux de l'éducation nationale. On se pose ces questions-là. Par contre, on est tous limités à un cadre qui est un cadre assez rigide et qui se focalise beaucoup sur une dimension aujourd'hui, le financier. Le financier, le financier. Donc, t'as beau vouloir faire de l'impact, aujourd'hui, ce qui nous régit, c'est le financier, c'est la performance, quoi. Et ça pose un souci éthique, certes, par rapport à l'émancipation des jeunes. Ça, c'est évident. Donc, c'est des sujets qui vont beaucoup, on va beaucoup parler dans les années qui viennent, l'émancipation versus le cadre inclusif des établissements, qui est limité, je dirais, à la notion, malheureusement, la performance. Donc, tout ça, ça va vraiment dépendre des volontés individuelles hein, dans tout ça. Ça passe par l'individu, ça c'est clair. Mais c'est peut-être un petit peu hors sujet par rapport à notre présentation du jour. Ça, c'est des sujets qu'on pourra creuser plus largement après, si ça vous intéresse. Parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations là-dessus, sur ces sujets-là. Là, je voulais juste aborder avec vous quand même la notion de paradigme, parce on est fait sur une dualité de paradigme. C'est soit le découragement et la déresponsabilisation, finalement, c'est une sorte de cercle vicieux versus un cercle vertueux. Pour faire le lien entre tout ça, on a la systémique. Ça, c'est ce que nous apprend la permaculture aussi. C'est vraiment c'est la logique systémique, écosystémique même, de mettre en lien toujours les problématiques mondiales avec des solutions locales. Des solutions locales. Et ça, on a tous, si vous faites une fresque en permaculture, on pourra en faire une prochainement, je ferai peut-être une en distanciel, hein. Ça serait chouette. On a tous des compétences pour créer un élément du design auquel on aspirait. Moi, je sais peut-être pas créer un four à pain, par exemple. Toi, tu sais peut-être créer une cartère. Moi, je ne sais pas, mais par contre, si on se met ensemble, on va peut-être pouvoir s'entraider, quoi, et créer ce dont on a besoin. Et quand tu mets en lien tous les besoins et toutes les solutions de la permaculture, ouais, c'est tout simplement incroyable et tellement positif. Voilà, tu ressors avec le sourire, quoi. Donc, c'est cet empowerment, cette sensibilisation, je dirais, la créativité a son rôle à jouer aussi dans tout ça. Très, très important. De revenir à des solutions créatives, mais là, c'est plus tomber dans le pendant de la consommation, de l'hyperconsommation, c'est inventer ses propres solutions, apprendre à faire, hein, finalement. Bon, ça rejoint la notion d'imaginaire dont tu parlais tout à l'heure. Et il y a cette notion de paradigme aussi, bien visible pour autant. C'est-à-dire qu'on a cette économie aujourd'hui qui cherche, comme les peuples premiers, qui travaille autour de la notion d'interdépendance, justement. Donc là, la sécurité, c'est les relations en fait qu'on engage entre nous. C'est la communauté, je devrais dire. Donc on est sur une économie justement vertueuse. Versus la crématistique, qui est plutôt ma sécurité, c'est l'accumulation de biens. Et là, je suis plutôt dans l'indépendance. Je suis pas dans l'interdépendance. Il y a un concept qui va encore plus loin que l'interdépendance, c'est l'inter-indépendance. Mais bon, ça va encore un poil plus loin d'un point de vue économie, parce qu'on a tous nos propres intérêts d'une certaine façon, d'un point de vue besoin primaire. On a tous besoin d'être reconnus, on a tous besoin de diversité, d'importance. Voilà, donc
une notion de culture populaire dans tout ça aussi, qui est un petit peu le reflet de ce qu'on est. Et ça montre aussi la richesse d'un pays, tout ça. Donc ça, c'est pas neutre. Il y a un sujet qui est très important, c'est le capital. Aujourd'hui, Laurent Marx nous a parlé beaucoup du capital. Il a créé toute une théorie disant que, bon, d'ailleurs, que le capitalisme viendrait à sa fin un jour. Ce n'est toujours pas le cas. Ce n'est toujours pas le cas. Pourquoi ce n'est pas le cas? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Donc là, je me permets de vous donner la réponse. En gros, un capital, c'est une somme de plusieurs capitaux. C'est une somme de plusieurs capitaux. Ça peut être une ressource, ça peut être quelque chose à laquelle on va donner une valeur. Ça peut être une tomate, ça c'est un capital. Ça peut être une compétence, un savoir. Ça peut être une expérience. Donc, est-ce qu'on peut se poser la question aussi, c'est est-ce qu'un voyage, par exemple, si je pars voyager, où est-ce que je capitalise? Ça c'est très intéressant. Quand on va à la rencontre de l'autre, qu'est-ce que je capitalise? Je vais capitaliser des connaissances, je vais capitaliser du savoir. Voilà, il y a plein de choses. Donc, il y a une sorte de confusion aujourd'hui. Et c'est important de se dire que le capital, d'un point de vue, parce on pourrait être sur un capital régénératif, finalement, rien ne nous en empêche. Par contre, il faut l'appréhender de façon neutre. Ça, c'est très important. Pour pas tomber dans les extrêmes, justement, de ce qu'on voit aujourd'hui. Puisque le capital a une histoire. Au temps du Moyen Âge, c'était déconnecté clairement de toute notion de spéculation. C'était comme un prêt à rembourser. Et au-delà, c'était un prêt à rembourser à Dieu, au temps du Moyen Âge, d'un point de vue anthropologique. Donc il y a juste eu un glissement sémantique, en fait, qui a relié le capital à la notion de productivité avec l'avènement de la Renaissance, avec l'avènement des ports vénitiens, justement, et l'arrivée de la compta en partie double, etc. Donc il y a une sorte de glissement sémantique. Donc ce que je vous propose là, c'est juste une redéfinition selon les 8 capitaux de l'économie régénérative. Au début, on parlait de l'eau, justement. Le capital, littéralement, si on se positionne du point de vue de l'écosystème, c'est dans le flot, en fait, clairement. L'eau est cool, elle s'arrête, elle stagne des fois, elle se remet en mouvement, elle est fluide, elle contourne l'obstacle. Donc le cycle de l'eau est très intéressant aussi dans ces changements. Donc le capital, clairement, au niveau régénératif, c'est comme un flot. On a le capital financier, qui est l'argent, les devises, les titres, les autres intermédiaires d'échange, par exemple. Donc c'est tout ce qui va faciliter les échanges de biens et de services. Donc là, on peut se poser la question sur, en lien avec cet argent, justement, quels êtres vivants et éléments vitaux sont touchés, par exemple, par mes actions, directement ou indirectement, de manière visible ou invisible. Ça suppose d'être dans l'attention aussi à l'autre, et à ce qu'ils jouent. On peut se poser la question, comment assurer la pérennité des ressources dont j'ai besoin et que je partage avec d'autres êtres vivants. Donc c'est vraiment un autre art du questionnement aussi sur ce capital financier, qui n'est pas orienté spéculation, mais justement comment je vais pouvoir rediriger mon énergie d'amour, finalement, vers ce qui compte le plus, ce qui compte vraiment. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de devenir riche, hein. Mais on va raisonner différemment pour autant. Et là, aujourd'hui, par rapport à la crypto-monnaie, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place à ce sujet. Avec les smart contracts, notamment. Donc, on a le capital matériel. Donc là, c'est chez Amazon, que je pense que vous connaissez. Ça montre un petit peu les surplus. Et derrière, on voit aussi la notion de déchets que ça peut générer avec l'île. Clairement, un continent de déchets qui s'est formé dans la mer. Donc ça, c'est tout ce qui est objet physique, finalement. Ça peut être extrapolé aux produits électroniques, au plastique, à des structures, à des infrastructures, des technologies, etc., etc. Le capital vivant, ou naturel. Donc là, c'est le sol, l'eau, les animaux, la santé humaine, les autres organismes. En gros, tous les écosystèmes desquels on fait partie, nous aussi. Donc là, ça peut s'exprimer par la qualité des écosystèmes, la santé, la vitalité.
On a le capital intellectuel ou informationnel qui regroupe toutes nos idées, nos concepts, nos capacités d'adaptation aussi, notre maturité d'une certaine façon, nos connaissances, nos vérités d'une certaine façon, multiples. Et tout ça, c'est très en lien avec le néocortex de l'humain. Et donc ça, c'est très très valorisé aujourd'hui dans notre société. Très très valorisé. Au détriment peut-être du capital vivant, justement. Le capital expérientiel, donc c'est le savoir-faire incarné qui vient de l'expérience personnelle. Donc comme je le disais tout à l'heure avec la permaculture, c'est dès lors qu'on couple le savoir, on va créer de la force, on va créer de la coopération, et on va créer de la solidarité, de l'entraide, comme le voyage, qui rentre beaucoup dans ce cadre-là. On a le capital social, qui est un capital nourricier par excellence pour l'humain, avec les notions de connexion, de relation, d'influence. Le spirituel. Donc là, le spirituel, alors par rapport au régénératif, il y a cette notion toujours de s'inspirer de la nature. C'est un petit peu le point de départ, je dirais, des principes de l'organisation, de l'entreprise. Chez les peuples premiers, c'est la loi d'origine. C'est au cœur de toutes leurs actions. Donc là, c'est un petit peu notre sens, notre boussole, finalement, ce qui donne le sens à la vie. Ça peut être dogmatique ou adogmatique. Ça peut être une religion ou pas, finalement. C'est la croyance de chacun, également. Qui peut se faire de façon communautaire aussi. Et le capital culturel, donc là, c'est très important parce que ça sera très différent du fait si on est dans le nord ou dans le sud, en Inde ou en Afrique. On a tous une culture et c'est ce qui fait notre richesse aussi par rapport à notre propre adaptation. Et pour autant, c'est le centre, je dirais, de la communication entre toutes ces dimensions. Comme je revenais tout à l'heure, la notion de culture, d'expression, si je n'exprime pas, je dirais, mes idées, mes idéaux, si je ne confronte pas mes idées, il n'y a aucune culture qui se crée. Et si les plus grandes religions de ce monde tiennent depuis tout ce temps, c'est bien parce qu'il y a une culture. De la confrontation aussi. Donc à partir de maintenant, si on veut aller sur du régénératif, c'est des rituels et si on se rencontre et on met en place, on se met en action pour faire évoluer notre sémantique, pour s'entraider, etc. Alors les 8 formes de capitaux, alors je vous en parlais rapidement parce que, bon, là je vous ai détouré chacun un petit peu à peu près. Donc ça, on va retrouver aussi ces 8 capitaux, on va les retrouver dans des modèles comme ceux des peuples premiers. Donc j'ai parlé un petit peu des bribris tout à l'heure. C'est important de dire que tous ces peuples-là, que ce soit les Kogi, les Arweko, les Bribri, tous les peuples autochtones, les peuples premiers, c'est à peu près 5 à 6% de la population terrestre. Ces personnes prennent à elles charge, conservent à elles seules 80% de la biodiversité mondiale. Ce qui n'est pas neutre, d'un point de vue régénératif, symbiotique, on pourrait dire. Et chez les Bribri, on retrouve ces piliers, sous une autre forme, qui sont les 8 professions des Bribri. Et ça s'exerce dans toute leur cosmovision. C'est une cosmovision complexe, sincèrement, c'est incroyable à voir de ses yeux. Et c'est ce qui permet de faire tenir la culture traditionnelle, qui est une culture animiste à la base, donc qui prend en considération les écosystèmes. Donc on retrouve nos 8 capitaux. Donc maintenant, là, une petite question, donc justement, là, c'est pour refléter un petit peu l'expression de notre monoculture. On n'est pas sur une culture du pluriel, pas forcément. Pas forcément, en tout cas, par tout ce qui est exprimé, en tout cas. Donc il y a la notion d'avidité. Ça, c'est quelque chose qui est important. Il y a une notion de forte croissance de richesse qui crée du chaos, également, qui crée beaucoup de chaos, avec le PIB notamment. Le PIB qui est monoculturel, qui prend en compte le financier et l'enrichissement du financier, quoi. Donc, je dirais, cette pensée un petit peu à vide, centrée, je dirais, sur l'intérêt économique, nous amène à extraire des capitaux de base, des capitaux essentiels, des capitaux nourriciers également,
pour les valoriser. Je pense au culturel aussi. Là, aujourd'hui, on a tendance à le valoriser pour faire du profit. Le spirituel aussi. Le matériel, le naturel, bah, un petit peu tous les capitaux, hein, j'aurais pu tous les mettre. Hein. On vient extraire, un petit peu vampiriser les autres formes de capitaux, justement, au profit de la manne financière. D'un point de vue régénératif, ce qu'on cherche juste, c'est prendre soin et réinvestir dans la base. Donc la base, c'est le vivant, tout simplement. Donc c'est vraiment le capital naturel. Ramener là où il y a du besoin. Donc c'est déjà prendre le temps d'écouter, d'observer là où il y a des besoins. Donc c'est apprendre déjà, en effet, à écouter, à aller à la rencontre aussi des acteurs de son territoire, à comprendre leurs besoins, à minima sur ces dimensions. Pour dans un deuxième temps, dire, bon bah là, oui, là c'est peut-être important qu'on puisse faire quelque chose ensemble, qu'on réfléchisse à ce déséquilibre, finalement. Et là, ça ramène juste à prendre soin de la base, en fait. Hein. C'est prendre soin de la base de nos écosystèmes. Pour donner un exemple concret avec le plateau de l'Os, je ne sais pas si vous connaissez cet exemple-là, qui est, euh, qui est très intéressant. Donc là, c'est justement, en 10 ans à peu près, donc, ils ont multiplié le couvert végétal justement par deux. Donc sur 35 000 mètres carrés de surface, ce qui a permis de réduire l'érosion des sols, ce qui a permis de multiplier les revenus par deux, de 2,5 millions de personnes sur place, et de donner une sécurité alimentaire accrue. Donc des exemples comme ça, il y en a plein. Il y a Las Gaviotas aussi en Colombie, il y a vraiment plusieurs lieux qui sont d'exception, je dirais, à ce niveau-là. Donc si on peut le faire chacun à son niveau, je dirais ça, dans son petit jardin. Euh, Au niveau politique, ça serait encore mieux, certes. Ça, c'est assez certain. Ouais, je pense qu'on peut y arriver. Pour autant, si on s'y met tous, on peut y arriver plus vite. Donc c'est un petit peu la synthèse de ce que je viens de dire là, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des capitaux nourriciers dans tout ça. Il y a des choses qui sont essentielles, je dirais, pour notre culture humaine, pour la transmission, justement, au-delà de notre propre existence, d'une certaine façon. Le vivant, le culturel, le social et spirituel. Le spirituel qui fait intervenir aussi la notion d'éthique, d'émancipation, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, de morale aussi. Donc ça, c'est super, super important. Donc, par rapport à vos entreprises aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la notion de dégénératif versus régénératif. C'est ce beau graphique qui est là. On parle de soutenabilité, mais c'est vraiment, par exemple, ne rien faire, c'est une soutenabilité inexistante, c'est-à-dire que là, on n'est pas soutenable en rien. Faire moins mal, c'est un petit peu le développement durable aujourd'hui, ou ce qu'on cherche à mettre en place dans nos entités. Donc on a quand même un coût énergétique important, et faire mieux, c'est tout ce qui est permaculture, permaculturel, agroforesterie par exemple, où là on va avoir moins besoin d'énergie fossile, je dirais. On sera plus autonome. Donc là, c'est ce qu'on pourrait dire faire mieux. Faire mieux. Et vous, où est-ce que vous en êtes dans votre business, justement? Où est-ce que vous vous situez aujourd'hui? Par rapport à ce qui vous est donné, hein, par rapport à ce qu'on vous permet aussi, ce qui est permis dans la société. Sébastien? Oui, honnêtement, moi, j'en sais rien. Comment le mesurer? Je note, hein, je note. Comment mesurer? Ouais. Et surtout, sur la base de quelle hypothèse ou critères indicateurs de mesure qu'on va considérer comme étant des bons indicateurs. C'est ça.
Est-ce que tu penses que des indicateurs qui sont exprimés pour ton écosystème ou pour ton environnement direct, je ne sais pas où tu habites, hein, je- est-ce qu'ils sont valables dans une autre ville ou dans une autre région du monde, hein, qui aurait une autre culture, par exemple? Ça, c'est une question aussi à se poser, qui est importante. Ah ouais, ça me passionne, la notion de savoir mettre en place potentiellement comme Ouais. des indicateurs universels. C'est une grande question, oui. Mm. En fait, tout ça, ça rejoint la notion de co-définition, justement, enfin voilà, des diverses dimensions, je dirais, des diverses préoccupations de son territoire, et pour pouvoir les piloter. Si on n'a pas une compréhension fine justement de ce qui se joue sur le territoire au niveau des besoins, de l'écosystème, des besoins humains, etc., ça va être très difficile finalement de pouvoir modéliser une stratégie qui va répondre à ces besoins. Est-ce qu'on sera déconnecté de fait? Et en faisant ça, finalement, on se déconnecte la nature et la culture, d'une certaine façon. Vu que les besoins humains sont directement reliés à des besoins existentiels, des besoins physiologiques finalement. Donc c'est important de focaliser sur le local, hein, sans oublier le sociétal, hein, pour autant. Mais c'est quelque chose qui est super important. Et ça, cette codéfinition de critères, elle peut être en lien direct avec des actions à entreprendre, ou l'état de vitalité, par exemple, de mon capital vivant, ça peut être une mesure des sols, par exemple, ou une mesure de l'eau, de la qualité de l'eau. À partir de là, j'ai une idée, justement, voilà, en Bretagne, là, je sais qu'on est plombé par tout ça, par les PFAS notamment, pour des millions d'années, probablement encore. Donc toute la question est là aujourd'hui et sur comment améliorer ce capital vital. Et ce ne sera pas forcément la même problématique ici qu'ailleurs. C'est ça le truc. Donc, en tout cas, par rapport à vous, enfin, vous pourrez vous entraîner par la suite de, de déjà prendre en compte ces 8 capitaux, ces 8 dimensions pour vous. De classer justement vos capitaux les plus forts, là où vous êtes le plus à même, le plus alerte, vous avez le plus de potentiel, le plus de force, et ceux qui seraient à renforcer, déjà. Faire ce petit travail pour vous, déjà, ça peut être déjà la base, je dirais, pour mieux se comprendre. Il y a quelque chose qui est important aussi qu'il faut que je vous dise, c'est le côté, ouais, ça, le côté entreprise régénérative, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui sont vraiment dans une croissance à tout prix. Donc là, c'est le seul capital financier qui est en trame de fond. Performance, performance, performance. On est dans une sorte de déni aussi hein, par rapport à l'extractif, ça c'est clair. Vu qu'on en tire profit, ça nous amène du jus, donc on continue. Pour quelques entreprises, on commence à intégrer un pilotage en 3 dimensions avec le financier, le naturel et l'humain. Donc ça, c'est un petit peu la trame de fond. Avec une croissance responsable, RSE, ça laisse encore place un petit peu au greenwashing, mais ça commence quand même à prendre de l'importance. Et on a les entreprises régénératives, où là, on va être sur de l'optimisation de multicapitaux. Pour ça, les 8 capitaux, je dirais qui sont les miens, ils sont forcément en interdépendance avec ceux de mon environnement. Donc c'est important que je puisse avoir une compréhension plus largement des capitaux, des dimensions de mon écosystème, pour pouvoir croître de manière évolutive avec celui-ci. Et je sais qu'un être humain, on peut dire que tout ça, ça se joue en lien avec ses propres besoins au plus près de soi. Donc ça peut être dans l'environnement de mon entreprise. Où est-ce que je vais installer mon entreprise? Dans un jardin? Est-ce que ça va être dans le sein d'une communauté? Est-ce que ça va... et comment, quel sens je vais pouvoir en dégager? Donc la régénération, elle s'appuie aussi sur les perturbations. Elle adore les perturbations, justement. Elle adore les crises aussi pour pouvoir innover. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On est à fond, on est tous à fond pour essayer d'imaginer des nouvelles villes, etc. Magnifiques, des visions à 1000 ans. Mais par contre, tout ça, ça se joue au niveau individuel, quoi.
Ça, c'est clair. Si je perpétue une sorte de culture, ça peut être voilà, au détriment de ma propre, je dirais, de ma propre prospérité d'une certaine façon. Donc là, voilà. Donc ça, c'est important. On a des exemples d'entreprises aussi hein, qui intègrent ces dimensions. Je pense à celle-ci qui travaille beaucoup sur tout ce qui est alimentaire, notamment en créant du lactofermenté. Donc là, on est sur un capital de base. Tout est focalisé pour ce capital finalement et pour pouvoir faire prospérer ce capital-là. Donc là, on est dans l'alimentation de produits fermentés, on a du tempeh, on a vraiment beaucoup de pratiques. Et par contre, tout ce qui est fourniture d'approvisionnement, donc c'est en lien avec les agriculteurs locaux, c'est dans un écosystème de confiance, on a nos propres partenaires. Après, voilà, on est du consommateur au producteur, donc il y a vraiment toute une réflexion, je dirais, sur ces axes-là, en cohérence, je dirais, avec son écosystème local. Ce qui permet des records. Parce que là, par exemple, hein, sur 5 jours, ils ont pu produire 3500 kilos de produits lactofermentés. Et on est sur des petits projets. Mais des petits, mais des grands projets dans leur impact. Donc des projets comme ça, on en a plusieurs en France. Hein. On en a beaucoup. Donc je vais juste faire un petit point là-dessus, et puis après, la présentation ça va se terminer là. Donc c'est sur le changement de mindset. On en a parlé un petit peu tout à l'heure avec pénurie abondance, la performance à la robustesse. On a tendance toujours à raisonner de manière duelle, je dirais, entre les choses. Un petit peu comme cette représentation-là, par exemple. Système humain versus écosystème. Quel modèle est correct, en fait, dans tout ça? C'est quoi? Quel système est un sous-ensemble de l'autre? Est-ce que l'homme est au centre ou est-ce que l'écosystème est au centre? C'est, Donc tout ça, c'est vraiment une histoire de représentation. Et en termes de représentation, on peut dire qu'on a fait une petite erreur dans la Renaissance, parce qu'on avait confiance dans les instances chrétiennes, catholiques, justement, qui pilotaient un petit peu la compta à l'époque, euh, qui prenaient en compte d'autres postures, justement, dans le pilotage de tous ces capitaux. Donc aujourd'hui, je pourrais dire, voilà, en 494, nos outils permettaient de prendre en compte le monétaire sur les manuscrits. Aujourd'hui, on a la capacité de prendre en compte toutes ces dimensions-là, mais pour autant, on n'a jamais autant pollué, on n'a jamais été autant mis à mal. Donc voilà, donc il y a vraiment une erreur à corriger, je dirais, sur tous ces sujets-là. Donc se poser la question de la dualité de sens, justement, entre le dégénératif versus le régénératif. Donc c'est dépend de où on oriente notre regard, en fait. Où est-ce qu'on accorde, à quoi on accorde de l'importance pour nos décisions. Donc ça nous amène à changer de regard, finalement, sur le monde, retrouver le sens de l'innovation créative aussi, et faire le lien avec la culture, justement. Toujours. Là, c'est vraiment un capital qui est essentiel. Ça nous amène aussi à choisir, finalement, entre l'anthropocentrisme, on peut dire l'ego. Si on veut que ce soit notre pivot essentiel, est-ce qu'on veut que ce soit l'ego? Est-ce qu'on veut que ce soit l'éco? Ou est-ce qu'on veut que ce soit la seva? Alors l'ego, c'est plutôt la révolution industrielle, finalement. Ce qui nous a amené toujours là à consommer, à accumuler toujours plus. Le capital matériel. Le biocentrique, dans les années 70, avec le rapport Meadows, etc., ce qu'on a vu au tout début, c'est la révolution hippie aussi, hein, ça fait partie du jeu. Et le SEVA, c'est vraiment le régénératif, c'est-à-dire on se rend au service des écosystèmes, dans l'humilité. Humain, humilité, humus, c'est la même racine. Donc on va accorder une importance très importante et très noble au mot aussi, qu'on va employer, justement, dans le but de faire un choix aussi pour les générations futures. Donc là, je dirais, sur ces 3 axes, chacun est libre de se positionner, mais par contre, ça a un impact sur le futur.
Parce qu'on a tous, je dirais, une footprint et on a tous une handprint. Une empreinte du pied. Est-ce qu'on vient piétiner d'une certaine façon? Est-ce qu'on va pouvoir aggrader dans le temps? Donc toujours se poser la question du sens dans tout ça. Il y a le qualitatif versus le quantitatif aussi. Ça. Donc je vais une petite question pour vous là. Donc là à gauche, en gros, on est sur chez Zeppholder, c'est un permaculteur qui crée des microsystèmes. Donc là, on est sur il crée des microclimats, ce qui lui permet d'avoir des cerises en hiver. D'ailleurs, il y a un très beau reportage sur YouTube. Et à droite, on est sur un barrage plutôt conventionnel de retenue d'eau, avec beaucoup plus de maintenance, beaucoup plus de risques. La question à se poser à partir de maintenant, c'est est-ce que vous préférez être à gauche ou à droite s'il y a une catastrophe? J'entends Nathalie dire à gauche. Il y a toujours la notion de micro versus macro, les besoins de consommation. Voilà. Par contre, si je commence à recréer de l'autonomie à mon petit niveau, à tout égard que ce soit, il y a moins de chances d'avoir des soucis demain, finalement. Si on fait tout ça, si on plante tous des arbres, si on prend soin tous d'un petit bout de jardin, la Terre, dans les 10 ans, aura complètement changé. De manière très positive. Donc l'important, c'est que mes besoins sont non négociables. Je reste un humain, donc j'ai des besoins. J'ai des humains, j'ai des besoins. Mais on va se poser quand même la question sur les stratégies, quelles stratégies qui me permettent de répondre à mes besoins, finalement. Tout en supportant une économie régénérative. Et on peut toujours se positionner sur quels sont mes impacts à court terme, long terme et moyen terme. Il n'y a pas besoin d'être comptable, je dirais, pour avoir cette appréciation, je dirais, de l'importance. Je pense aux parents qui sont dans ce quotidien-là, aux mères de famille, aux pères de famille, qui pilotent toutes ces dimensions en permanence, quoi, pour leur enfant. Et qui plus tu prends en compte les besoins de ton enfant, et plus il évolue de façon harmonieuse, je dirais. Donc, c'est quoi votre bilan? Comment vous interagissez avec chacun des capitaux? Et quels sont vos impacts? C'est un petit peu ça les questions à se poser finalement. Faire un bilan permacomptable, on pourrait dire, ça peut commencer par là. Après, on peut rentrer dans du technique, mais pour commencer, c'est bien de commencer par là. Il y a la notion de cycle de régénération aussi, entre soi, ses équipes et ses clients, par exemple, pour une entreprise. Ça vaut c'est le fonctionnement de l'entreprise régénérative. Comment j'interagis en moi-même, déjà, donc sur ces 8 dimensions. Comment mon entreprise interagit sur ces 8 dimensions en lien avec l'écosystème, justement. Donc ça peut être intéressant déjà de se poser la question, juste se poser la question. Voilà. Et après, on a la permaculture qui nous aide vraiment beaucoup avec ses principes pour prototyper, justement, mieux comprendre et comment interagir justement entre nos différents niveaux de système. C'est un petit peu comme les zones 0 et la zone 5, par exemple, pour ceux qui ont fait de la permaculture. La zone 0, c'est toujours mon espace intime, d'une certaine façon, c'est moi. Après, on a les zones de bordure, on a des zones de création de richesse, etc. Et chaque zone a son importance et doit être protégée. La zone 5, l'humain y va très peu, finalement. L'humain y va très peu parce que c'est réservé à la biodiversité, c'est réservé aux espaces animaux. Donc ça, c'est toujours quelque chose qui est important. La troisième éthique de permaculture, qui a son importance aussi, parce que ça nous invite aussi à mettre des limites dans ce qu'on veut, dans ce qu'on peut offrir et ce qu'on ne peut pas offrir aussi. En tant qu'entrepreneur, on a toujours tendance à être dans le contributif, à vouloir offrir le plus de choses possibles. Par contre, des fois, c'est au détriment de soi-même, de ses propres besoins. Et ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, c'est la troisième éthique, c'est créer l'abondance et redistribuer les surplus. Mais c'est aussi, surtout, se créer des limites. Et ça fait du bien. C'est très important dans son entreprise, quoi.
Euh, je voulais vous parler de ça rapidement, parce que bon, après, j'ai beaucoup de choses à dire sur tous ces sujets-là. Mais là, le but, c'était de partir quand même avec quelques clés, donc je pense que ça peut être intéressant pour vous en termes de clés. Je reprends des épistémologies autochtones. Donc, les épistémologies, en gros, c'est une étude critique des sciences. Et là, en gros, je m'appuie sur la science des autochtones, justement des peuples premiers, de ce qu'ils ont mis en place comme stratégie dans le temps long, justement pour permettre aux écosystèmes de prospérer, aussi bien que voilà, les 80% dont je vous parlais tout à l'heure, hein, de biodiversité. Donc, dans leurs principes clés, finalement, on a la nature fondamentalement holistique, donc l'interconnexion vivant. On a le relationnel, qui est très important, qui permet d'avoir de la connaissance. Et ça, c'est choisir aussi son environnement en tant qu'entrepreneur. Toujours choisir ses connaissances, choisir avec qui j'ai envie d'œuvrer ou pas. Il y a toujours la transmission par l'histoire, donc ça, c'est pas obligé de le faire devant un réseau social en entier, certes. Mais ça peut commencer déjà par le faire avec ses amis, ses proches, et son écosystème local, hein, déjà, au plus proche de soi. Le plus proche de soi. Ça, c'est ça le truc. Il y a l'expérientiel aussi. Apprendre en faisant. Donc là, c'est par exemple aller observer des anciens faire du jardin, aller observer quelqu'un de son domaine qui nous inspire, quelqu'un on aimerait faire, voilà, aller vers là. Le spirituel, qui est un sujet important parce que c'est la connexion avec le sacré. Donc ça, c'est un petit peu tout ce qui a été mis en place aussi au niveau rituel dans le temps. Donc c'est se connecter au rituel aussi de nos territoires. Il y en a encore plein. Il y en a vraiment beaucoup. Pour ceux qui savent observer et qui savent aller à la rencontre aussi. Notion de cyclique et temporelle aussi. C'est-à-dire que le savoir évolue toujours en cycle, encore une fois. Là, on est dans une période où on a besoin de recréer de la connaissance parce qu'on en a beaucoup perdu. Donc, on a besoin de se rattacher les uns avec les autres pour recréer de l'autonomie, recréer de l'adaptation. Et c'est une période de l'évolution humaine qui est très favorable, finalement, pour ça. Il y a la notion d'écologie qui est territoriale. Très important, très, très, très important. Ça, c'est le culturel. Donc c'est toujours la culture originelle même hein, de son territoire, c'est qu'est-ce qui est enraciné dans mon territoire en termes de savoir. Et c'est va plus loin que ça parce que ça couvre aussi mon identité, moi-même en tant qu'entrepreneur, d'où est-ce que je viens, où je suis. Euh, donc ça c'est quelque chose qui est super, super important chez les peuples premiers. Le communautaire aussi, de pouvoir partager des savoirs, s'associer, se mettre ensemble pour faire émerger des solutions qui vont répondre à ses besoins. Le rêve et les visions. Donc le rêve, on peut l'entendre de façon littérale. Hein, c'est le rêve la nuit. C'est très important chez les peuples premiers, mais aussi le rêve de son projet et les visions que j'en ai. Beaucoup de choses émergent aussi la nuit quand on dort. Ça, c'est clair. Donc c'est une source de connaissances aussi qui est inépuisable finalement et qui est belle, hein, qui est fondamentalement belle. Donc c'est à partager tout ça. Et enfin, la réciprocité et le don. Puisque là, on part du principe chez les peuples premiers que le savoir est comme un échange. Et ça, c'est quelque chose en lien avec leur territoire qui est qu'ils considèrent comme un corps, finalement. Euh, où chaque élément a son rôle à jouer. Par exemple, les rivières, ça va être le réseau sanguin. Les vents, c'est le réseau respiratoire. Les failles géologiques, ça va être le réseau nerveux. La végétation, c'est le système pileux. Les roches, c'est le squelette. Donc tout ça, c'est quelque chose donc c'est un petit peu extrait. Et ça, je veux dire, à recomposer, à réinventer. Donc voilà. Donc quelle première action pourrez-vous mettre en place, je dirais, dès cette semaine, pour votre propre projet, ou plus largement, plus largement. Vous m'entendez? Ouais, Ouais. La première action que je vais mettre en place, c'est de recontacter. C'est c'est de recontacter pour voir comment on peut faire plus lien
dans différents projets, dont un en émergence avec Sébastien, ici présent. Excellent. Voilà. Merci Ken. Merci Ken. Super. Très beau premier pas. Très beau premier pas. Nathalie, pardon. Ben moi, je suis en phase de lancement de mes activités après avoir travaillé beaucoup d'années en tant que salarié. Donc, voilà, je m'immisce dans le monde entrepreneurial et c'est ça, d'où mon intérêt aussi pour la conférence ici en tant que consultante en permaculture. Et donc, moi, un de mes premiers pas, c'est comment raconter mon récit à moi, partager mon expérience de vie, par exemple sur mon site internet, et pour inspirer en fait. Voilà. Super. Je suis plein de gratitude pour ce que tu dis là parce que c'était déjà quelque chose que tu avais prévu, que tu voulais faire. Oui, mais là, quand je vois les 12 derniers principes, je me dis, tiens, je pourrais repartir de ça pour me présenter parce que voilà, c'est toutes les étapes que j'ai parcourues dans mon parcours en lien avec la permaculture, toutes les rencontres, les réseaux que j'ai développés, etc. Et les différents aspects aussi, voilà. Mm. Super. Bah, merci Nathalie. Merci beaucoup. Nathalie, Sébastien, vous voulez interagir? Là, je vais Pas peut-être. d'obligation, hein. C'est dans le respect hein, de chacun. Si vous voulez pas interagir, il n'y a pas de souci. Gardez Ouais. ça, il n'y a pas de problème. Sauf si tu as vraiment envie, quoi. C'est ça le truc. Non, non, c'est juste que là, c'est en fait ça sort pas de. En fait, c'est dans la tête et ça sort pas par la bouche. Je me dis que je vais peut-être essayer de retrouver euh, parce que j'écris pas beaucoup en ce moment et je vais peut-être réessayer de réécrire et de m'exprimer. Hmm. Alors, tu peux te dire en affirmation, je m'engage à toi-même, hein, tu sais, je m'engage. Voilà. C'est important, hein. Ça, c'est une forme de, comment dire, de co-responsabilité avec soi-même, d'une certaine façon. Et Sébastien, laisse la parole, hein, si tu veux. Moi, j'ai déjà beaucoup parlé. Non, non, pas assez, non. Jamais assez, je pense. Moins consommer de Netflix, continuer à faire les outils que je suis amené à faire pour justement être au service de tout ça. Et peut-être plus oser aussi partager cette vision de cité nouvelle. Je me suis un peu retenu jusqu'à présent quand même. J'ai des images aussi un peu similaires à ce qui a été présenté sur les différents formats de ville. Je- J'aime bien le bambou. J'imagine aussi des cités avec avec du bambou. Bon, bref, voilà, partager un peu plus cette vision-là. Mais même si elle est très lointaine de là où sont mes pieds aujourd'hui, quoi. Hmm. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Bah écoute, de toute façon, comme on disait tout à l'heure, le modelage culturel est à l'œuvre. Si on ne le fait pas, personne ne le fera pour nous. Ou au-delà, peut-être d'autres personnes le feront, mais pas forcément avec le même mindset d'abondance, quoi. Donc ça, c'est important de se poser la question voilà, de quel mindset je veux. Est-ce que je suis plutôt sur de l'ego? Est-ce que je suis plutôt sur de l'éco? Et des fois, c'est un mix, hein. Des fois, c'est un mix. On peut pas forcément Ah, tous les jours justement, génératif, hein. Ça, c'est clair, hein. bah justement, je pense que même l'action que j'ai en place de plus en plus au quotidien, et ça, j'aurais dû le dire aussi dans la réponse à la question, c'est d'être encore plus à me connaître moi-même pour aller voir où est ma posture, où est mon ego, etc. Parce que ça, c'est vraiment une vigilance de tous les jours, quoi.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Ah, je me permets un petit exemple là-dessus, parce que c'est vrai que chez les peuples premiers par lesquels je suis passé récemment, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, c'est comme les praticiens du Qigong, etc., on se purifie, je dirais, du négatif de ses pensées, pour laisser se nourrir seulement de pensées positives. Donc c'est de l'affirmation positive. Ça, on peut en trouver plein sur Internet, vous pouvez créer vos propres affirmations positives aussi, pour vous. Et ça nourrit, je dirais, ça se nourrit soi, ça nourrit ses proches, etc. Ça nourrit les réseaux sociaux aussi, parce que les réseaux sociaux sont bien plombés, je trouve. Il y aurait bien besoin, c'est pour ça que je remercie le projet de Ken aussi, l'initiative de Ken, de créer un nouveau média justement sur le positif, je dirais. Voilà, un mindset d'abondance plutôt. C'est pas mon initiative, c'est l'initiative Exactement. de Sébastien. En tout cas, si tu parles de Symbioflix, où je t'ai invité récemment, ouais, bah, c'est l'initiative de Sébastien que je soutiens à 100%. Excellent. Donc bah, voilà, là vous participez à fond, vous êtes à fond dans la permaculture dont on a vraiment besoin aujourd'hui, quoi, pour ouvrir les chakras, je devrais dire. Bah, merci pour tout ça. Yes. Je vais faire un petit mot de la fin parce que on a bien débordé. Donc c'était plutôt 2 heures finalement qu'une heure et demie. Vous devez avoir bien faim. J'imagine où vous êtes. Par rapport à l'IDEC, c'est un petit call to action dans le sens où à partir de maintenant, on va faire une réunion mensuelle, justement pour réfléchir à comment co-créer tout ça. Parce on a déjà des porteurs de projets, on a déjà vraiment beaucoup d'initiatives, on a déjà beaucoup de recherches à notre actif. Dans l'équipe, on travaille beaucoup sur tout ce qui est biomimétisme, FSSD. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, permacomptabilité également. Donc voilà, donc je pense qu'il y a vraiment fort à faire pour continuer. Et je voulais juste rapidement dire ce qu'était l'éco-créativité, parce qu'on est sur l'Institut de dynamique éco-créative. Donc on peut parler d'écologique, on peut parler d'économique, on peut parler aussi d'éco, parce que le but étant de créer un écho de, voilà, pour inspirer, en fait, hein. Ça fait vraiment partie de nos 3 valeurs de base, de inspirer, tisser, régénérer, nos 3 valeurs. Et donc, voilà, donc il y a vraiment, il y a beaucoup de boulot, quoi, en fait. Il y a vraiment beaucoup de boulot, et aujourd'hui, on commence à toucher des instances intéressantes, comme l'AMF, par exemple. Donc ça peut être intéressant aussi, pour financer des projets qui ont des critères régénératifs. Voilà. Financer des vrais projets de territoire, des vraies recherches. Et je vous ai pas parlé de l'équipe qui pilote un petit peu tout ça, donc on est 3 aujourd'hui. Donc il y a moi-même, Moana Lebel, qui est spécialiste en biomimétisme, innovation et épanouissement humain, qui a écrit un livre qui est basé au Québec, qui a écrit un livre sur l'art d'imiter la nature. Nous avons Bénédicte Fumet, qui elle est experte en économie et écosystème régénératif, en intelligence émotionnelle et relationnelle. Donc on travaille beaucoup aussi sur le psychosocial, qui est un axe très important d'un point de vue neuroscientifique pour aller vers une évolution ou vers de l'ingénierie coopérative, je dirais. C'est super important en fait, de déjà se prendre en compte soi-même dans sa capacité à s'exprimer justement, à oser un changement finalement, à oser un changement, parce qu'on a tous envie d'aller vers là, mais par contre il y a un petit saut à franchir. Mais je vous assure qu'une fois qu'on l'a franchi, on devient inarrêtable, quoi. Détermination, quoi. Ça, c'est clair. Donc, rejoignez-nous. Voilà, rejoignez-nous. Aujourd'hui, il n'y a pas d'adhésion. Ça fonctionne juste par impact. C'est-à-dire, tout ce qu'on demande à chacun, c'est qu'il puisse réfléchir à ce qu'il souhaite dans la vie, en fait. Pour soi, pour soi, pour les écosystèmes. Et ça s'arrête là, en fait, pour l'instant. Après, le Yes. reste, le Comment? reste- ouais, Vas-y, Charles, pardon. Non, le vas-y. but, je dirais, tout ce qui est commercial, génération de richesses financières, etc., ça s'en suivra. Dans les opportunités qui seront créées dans la mutualisation, quoi. Et chacun, Yes. Et ça c'est clair. du coup, ma question, comment rejoignons-nous l'IDC?
Eh ben, aujourd'hui, on est sur de l'informel, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, si tu me dis je veux rejoindre, eh ben, je te mets dans la newsletter. Déjà, de fait, tu es dans la newsletter, je crois, de MyDPC Design, je crois. Donc, Oui, MyDPC, je crois. c'est un blog, mais c'est le catalyseur de l'IDEC. Donc, le but, c'est vraiment d'embarquer dans les newsletters et d'embarquer autour des outils au service de l'IDEC, c'est-à-dire que tous les petits financements, etc., vont financer le fonctionnement du site Internet et des porteurs de projets au sein de l'écosystème. Et là, on en a déjà financé quelques-uns avec nos maigres moyens pour l'instant, hein, parce on démarre. Des semences en Afrique, de la recherche, hein, comme je disais tout à l'heure, beaucoup d'heures de recherche. Et l'idée, c'est de faire des cadeaux aussi, quoi. Donc là, vous avez un cadeau, là, si vous voulez. Si vous voulez. Yes. Bon, donc moi, je suis partant, voilà, je l'ai dit. Et je vais devoir vous laisser. Mais merci encore, Charles. Et à bientôt, Nathalie et Nathalie. Oui, merci. Merci, à bientôt. Merci, Ken. Et ben, c'était un plaisir de vous avoir. Et sur ce, je vais couper parce qu'on a bien débordé. Je vous remercie de votre patience. Et voilà. Je vous Merci beaucoup.